Donc aujourd'hui, la visioconférence du jour est consacrée à l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi, les leviers à actionner ou les compétences à valoriser. Donc aujourd'hui, c'est Isabelle Pescaille. Alors je laisserai nos intervenantes se présenter, mais rapidement, qui est ingénieure en développement des compétences, multicasquette, coach, formatrice, et donc Sophie Bourg, qui est docteur en psychologie, formatrice, etc., qui vont animer toute cette par faire un focus justement sur les NEET pour ensuite nous parler, des freins identifiés avant de parler des leviers justement activés, pour accompagner, ces publics-là et notamment des outils, pour vous aider justement à l'accompagnement et notamment l'approche de l'arbre de vie. Voilà, vous verrez après dans le détail, ce que nos intervenantes vous proposent dans le cadre de cette matinée. Et pour illustrer le propos justement de nos intervenantes. Nous aurons le témoignage de Laura Azaïs de d'AMS Grand Sud, j'espère que je prononce bien, qui témoignera, sur, un peu son expérience dans le cadre du projet, Détour créatif, qui est justement financé dans le cadre du PIC, qui propose une démarche innovante d'accompagnement vers l'insertion des publics très éloignés de l'emploi. Objectif, du coup, qu'on vous a annoncé. Sophie Bourg, je suis docteur en psychologie, psychologue, psychothérapeute et formatrice. Donc j'aime jongler entre différentes activités. Et Multicasquette aussi. Et donc Isabelle Pescaille, ingénieure en développement de compétences comme l'a dit Lauriane. Donc oui, en effet, j'interviens, dans différents domaines, donc le conseil, la formation, le coaching, la facilitation, pour les publics, éloignés de l'emploi, des créateurs d'entreprises et puis aussi, les organismes de formation pour qu'ils se développent. Voilà. Donc les NEET, alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un public du coup qui est sans emploi, qui n'a pas suivi d'études ni de formation, et qui est âgé de 15 à 29 ans. Donc voilà pour la définition. Quelques chiffres clés, vous les voyez aussi à l'écran. Il y en a, 174 153 NEET en Occitanie, donc en 2017, hein, sachant qu'on est en 2022, donc les chiffres ont probablement bougé. Voilà, 17,7 des 15-29 ans et plus un point en 5 ans, donc on peut imaginer que ça a encore, voilà, grandi. La plupart sont des femmes. Bon, avec un rapport quand même, un ratio à peu près équivalent, mais voilà, il y a plus de femmes que d'hommes. 70 des NEET sont en recherche d'emploi. Voilà. 24 des NEET, ont au moins un enfant dans le même logement. 32 des NEET n'ont aucun diplôme. 12 des NEET sont des immigrés. Et voilà, et on s'aperçoit aussi qu'il y a des disparités entre départements, donc dans la même région, puisqu'on peut, par exemple, remarquer, après, c'est des exemples qu'on a pris sur l'étude, hein. Il y a 13,1 donc en Lozère, et on a par contre une forte, enfin, il y a une presque le double. différence presque du double, dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de lénite, et voilà, ça peut paraître un mot assez, généralisé, global, en fait, alors qu'en fait, il y a des éléments différents, en fait, à prendre en compte, que ce soit, voilà, des départements, les personnes publiques avec enfants ou pas enfants, immigrés, pas immigrés, à hommes, femmes, donc voilà, on peut pas les ranger non plus, voilà, à eux seuls dans une catégorie. Alors, on vous renvoie du coup à l'étude, on vous mettra le lien. Heu voilà, donc ce qu'elle fait, en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a des disparités hommes-femmes, des disparités selon les tranches d'âge, des disparités selon les départements, les disparités selon si l'individu est immigré ou non immigré, si l'individu est parent. Voilà. Trancher un peu sur les freins, mais rapidement, hein, puisqu'on va ce qui va être intéressant, c'est les leviers. Mhm. Quels sont selon vous les freins auxquels doivent faire face les publics les plus éloignés? Donc là, on vous a mis des exemples de freins. Vas-y Mhm. Sophie, je t'en prie. Tout à fait, vous l'avez très bien dit, hein, bravo à tous. On a le contexte, hein, le côté sanitaire Covid, hein, qui a vraiment impacté et qui a donné aussi des arguments pour expliquer que ben, j'y vais pas, hein, je ne peux pas, tout est fermé. La solitude, l'isolement, le côté numérique, ça a été dit, les jeux vidéo et tout ça, ou que je n'ai pas. Là aussi, c'était le fait que je n'ai pas d'ordinateur, que je n'ai pas les outils, les moyens euh, pour accéder aux propositions de formation et compagnie. Le volet santé, on l'a vu, hein, santé physique, aussi psychologique, Ouais. le social, le côté social, le côté économique, hein, vous l'avez dit, mobilité, ça revient. On est vraiment, voilà, vous avez vraiment dit les grands exemples, hein, de freins. Il y a le côté cognitif, hein, cette estime de soi avec, ben, je n'ai pas la capacité cognitive à suivre une formation ou à travailler, voilà, bon. L'absence de diplôme,
Le côté psychologique avec des croyances limitantes et bloquantes, telles que la croyance liée à l'apprendre à apprendre. Hem, J'aime pas l'école, voilà, j'ai toujours été nulle. J'ai des difficultés pour retenir, je suis 10, 10, 10, enfin, il y a tellement de 10. Du coup, ben, il y a des croyances où on ne va pas, ce n'est pas fait pour moi ou ça sera trop difficile. J'ai pas aimé l'école, j'ai pas aimé le collège, j'étais en échec. Et du coup, dès qu'on parle formation, ça résonne en disant, voilà, enfin, apprentissage et du coup, échec. Et le côté émotionnel, les émotions, la peur, hein, la peur, les frustrations, le fait de pas être entendu, pas compris, voilà. Vous avez parlé beaucoup, on a vu tout à l'heure les étiquettes, hein, rapidement, c'est-à-dire les jugements donnés à la personne au- avant de comprendre Mmh. pourquoi cette personne agit, euh, ressent et pense ceci actuellement. Ok. Sans s'attarder, je pense que ça, vous l'avez déjà bien identifié. On va aller voir maintenant les leviers pour accompagner les bénéficiaires. Et du coup, ce Et qu'on vous propose là, c'est de passer au témoignage. Donc il est 10 heures en plus, donc parfait. On est bien dans le timing pour l'instant. Donc on vous propose de passer au témoignage, donc présentation du projet Détour créatif, qui a été mis en œuvre par AMS Grand Sud et donc qui est présenté par Laura Azaï. Donc effectivement, voilà, bonjour, Laura Zayez et bonjour. avant de débuter, donc je tenais une nouvelle fois, à vous, remercier donc, de partager votre témoignage et vos retours, terrain. Donc sur la mise en place d'un accompagnement, innovant, d'un public, justement très éloigné de l'emploi et là et ce qui est bien, c'est qu'on va sortir aussi du public NEET et vous allez nous parler d'un autre public. Donc, Isabelle nous le disait, vous allez nous présenter le projet des tours créatifs porté par AMS Grand Sud. Est-ce que déjà, pour débuter, vous pouvez nous donner quelques mots pour introduire, enfin pour nous parler un petit peu de ce projet en quelques mots et de la structure et puis de votre fonction au sein de cette structure? Oui, tout à fait. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Moi, je suis ravie d'être, là pour, témoigner aujourd'hui et pour échanger avec vous. Donc je suis Laura Azaïez, je suis, chargée de projet en innovation sociale au sein d'AMS Grand Sud et aussi la coordinatrice de ce projet, donc Détour créatif vers l'emploi. Alors, pour commencer, donc la structure AMS Grand Sud, c'est un organisme de formation dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, qui est né en 1985 et qui a évolué donc jusqu'à maintenant et a continué. Qui s'est d'abord penché vers l'apprentissage du français pour les travailleurs et travailleuses immigrés et qui ensuite s'est développé en développant donc en plus de l'apprentissage du français, l'insertion professionnelle et depuis 2020, là, on est, comment on dit? CFA. Donc, centre de formation pour les apprentis. Donc, on a vraiment les volets apprentissage de la langue, formation continue et insertion professionnelle. Voilà. Et donc, le projet Détour créatif vers l'emploi, c'est une expérimentation. Donc, c'est un projet lauréat du PIC 100% inclusion, qui dure donc de 2020 à 2023, qui est porté par la Fédération nationale des UROF, donc Union régionale des organismes de formation et qui est, sur lequel on travaille en consortium avec 10 autres organismes de formation. Le but de ce projet, c'est d'accompagner au niveau national 600 personnes, donc 60 personnes par région, à travers ce projet, donc Détour créatif vers l'emploi, qui veut que, pour aller vers l'insertion professionnelle des publics très éloignés de l'emploi et de la formation certifiante, on passe par quelque chose qui soit un projet créatif, un projet collectif créatif, qui soit, soit environnemental, sportif, culturel, artistique et cetera. Mais le but, c'est de faire un détour par rapport au, mode d'apprentissage ou au mode d'insertion habituel. Est-ce que vous pouvez nous donner justement des précisions sur le type de public, accompagné et qui sont-ils? Alors le type de public accompagné, au départ dans l'appel à projet, donc initialement, nous avions, mis que nous visions les personnes qui étaient un peu oubliées de l'intérim. Oubliées de l'intérim, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit des personnes qui sont inscrites en agence d'intérim ou qui pourraient l'être,
mais qui se voient pas ou peu confier de mission ou qui n'arrivent pas au bout de leur mission, par rapport à des problèmes, tout ce qu'on a évoqué là, tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, par rapport à des problèmes, par exemple, de santé, par rapport à des problèmes de posture, par rapport à des problèmes de, compétences transversales et donc pour qui c'est compliqué de maintenir des missions, en fait. On a élargi, on est dans le cadre d'une expérimentation, donc on a la chance de pouvoir expérimenter. On a élargi au niveau du public et je vais parler des publics qu'on a accueillis directement, puisque, on a ouvert 3 cohortes pour l'instant, donc 3 groupes. Un premier groupe à Montpellier où là, on a eu quand même une majorité de femmes seules avec enfants et de femmes issues de l'immigration. Un deuxième groupe à Béziers où là, c'était plus, mixte et donc on avait des personnes, de tous âges et mais très éloignées de l'emploi et de la formation, beaucoup avec, des freins, à la fois structurels et à la fois, eux, dans leur propre projection de ce qu'ils pouvaient faire. Et là, on a ouvert un troisième groupe à Toulouse où plutôt c'est des personnes de l'OFII, enfin donc du coup, des personnes, qui viennent d'arriver en France et qui apprennent le français. Alors justement, pour revenir sur cette expérimentation, est-ce que vous pouvez, nous donner, justement quel type d'actions innovantes sont mises en œuvre pour accompagner ces publics-là et comment ça se passe concrètement? Alors je vais, séparer la question en 2. Donc du coup, comment ça se passe concrètement? On a 4 modules d'accompagnement. Mais en fait, ce qui est assez classique finalement. On a une partie, vraiment, où on met le paquet sur le suivi individuel. Donc là, entretien individuel avec, CIP, conseillère en insertion professionnelle. On a des ateliers thématiques. Donc là, comme je le disais, où on détourne un peu le champ, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est sûr qu'on va travailler sur le numérique, on va travailler sur, la présentation de soi, sur, la lettre de motivation, le CV, donc ça c'est voilà. Mais on va aussi travailler sur les questions de mobilité, on va travailler en fait sur ce qui émerge du groupe. Donc par exemple à Montpellier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des ateliers entiers sur la parentalité, puisqu'en fait le sujet principal des personnes, c'était: «Moi je suis une mère seule avec enfant, comment je fais?» Donc il y a ces ateliers-là qui visent à la fois à donner des outils et à la fois à, faire prendre conscience aux gens, des compétences dont ils et elles disposent déjà. Deuxième module. Troisième module, c'est la construction du projet collectif. Donc là, c'est, le cœur, c'est le fil rouge du projet. Donc, je vais reprendre les exemples. À Montpellier, c'était, la construction d'un court-métrage qui est en cours de finalisation. À Béziers, c'était la participation à un festival, de culture occitane. Et là, à Toulouse, on ouvre autour, du rugby et de l'audiovisuel. Et quatrième module, c'est les modules un peu complémentaires, donc en fonction des problématiques des publics et en fonction de ce qu'on peut proposer sur le territoire. Donc on a eu par exemple des ateliers de bien-être, de sophrologie, de musicothérapie. Là, dans le groupe qu'on vient d'ouvrir pour l'OFI, pour le coup, forcément, c'est, de l'apprentissage du français. Voilà, donc on s'adapte un peu au public, aux besoins et aux ressources dont on dispose sur le territoire. Deuxième partie de la question, en quoi c'est innovant? C'est innovant parce que, on a les moyens, en tout cas dans le cadre de cette expérimentation, on est hyper libre pédagogiquement et donc ça nous permet vraiment de faire le lien, de ne pas séparer l'insertion sociale et l'insertion professionnelle. Jusqu'à maintenant, nous, on était plutôt habitués effectivement, même s'il y a toujours du côté social dans l'insertion professionnelle et vice versa, il y avait quand même, cette idée de d'abord on résout les leviers sociaux et ensuite on peut aller vers le professionnel. Ce qui est, en partie une réalité. Mais là, on choisit que sur un parcours de 1 an, on essaye de traiter l'ensemble. Et pour le coup, on essaye de ne pas, faire de rupture d'accompagnement entre l'insertion professionnelle et l'insertion sociale. Hem Ensuite, la deuxième chose innovante et qui est un levier pour nous, c'est qu'on intègre les périodes d'emploi dans le dispositif. C'est-à-dire que si une personne le but, c'est de leur trouver des missions d'emploi, donc des missions d'intérim, des petits CDD, des stages, ou des PMSMP. Les personnes ne sortent pas du dispositif dès qu'elles ont trouvé un travail. Si c'est un CDD d'1 mois, elles nous disent: «Bah, là, j'ai un CDD d'1 mois, je vais aller tester». On lui dit: «Il y a pas de souci, reviens au bout d'1 mois et tu nous feras part de ton expérience et ça viendra continuer de construire ton projet professionnel». Troisièmement, c'est sur l'approche pédagogique. L'approche pédagogique, elle est entièrement pensée en fonction des compétences existantes, valoriser les compétences existantes,
travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Donc on n'est pas sur, juste, bien sûr, fais ton CV et travaille ta posture. On est sur quelles compétences tu disposes déjà dans ta vie personnelle parce que peut-être, en fait, tu n'as pas beaucoup d'expérience dans l'emploi, mais tu fais ta vie tous les jours, donc forcément ça mobilise un certain nombre de compétences et donc comment on va aider les personnes à les identifier, les valoriser et pouvoir leur faire prendre conscience qu'elles sont transférables dans le monde professionnel. Ensuite, donc il y a beaucoup de points dans cette question, hem, il y a l'idée que, l'insertion professionnelle n'est pas présentée comme le cœur de l'accompagnement. Le cœur de l'accompagnement, c'est de créer un groupe, de créer une solidarité de groupe, de faire ce projet et donc en fait, moi je le présente lors des informations collectives, c'est aussi de s'amuser. C'est-à-dire, c'est aussi de prendre du plaisir à faire quelque chose et que la vie, c'est pas, juste une succession d'obligations pour essayer de s'en sortir. Dans le sens où, on est vraiment, dans quelque chose où la personne, ses envies et ses besoins sont au centre du parcours. Et encore une fois, c'est pas tant, dans l'approche que ça diffère, mais c'est dans le fait que là, on est au cœur d'une expérimentation et pour le coup, bah, ça nous laisse la possibilité d'expérimenter cette approche-là. Et ensuite, la dernière chose, je pense, c'est, comme je le disais, l'aspect du groupe et donc en fait, l'accompagnatrice n'est pas, on essaye de faire en sorte bien sûr, elle a plus d'outils, bien sûr, elle est en position d'encadrer le groupe et c'est elle qui a les ressources et cetera. Mais on est dans un mode de, le groupe et l'animatrice et l'accompagnatrice forment un groupe et donc, par exemple, là, pour Montpellier, le court-métrage ou pour, Béziers, la participation au festival, bien sûr, il y a une encadrante, il y a ce statut, mais le groupe en lui-même forme un groupe de travail, un groupe, en mode construction de projet et donc ça aussi, ça permet de un peu décloisonner les choses et de pouvoir aussi partager son expérience, personnelle parce qu'en fait, peut-être que l'accompagnante aussi, elle a des enfants, donc comment on fait le lien avec, les personnes qui sont dans cette situation? Ou peut-être que l'accompagnante, j'en sais rien, a eu des soucis de mobilité dans sa vie ou en a toujours. Enfin voilà, essayer un peu de démystifier toi tu es l'accompagné et moi je suis l'accompagnant et pour le coup, moi j'ai des ressources à tout et toi non. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire, hésitez pas à poser des questions. C'est très clair, Laura, mais effectivement, Merci. si vous souhaitez poser des questions dans le chat, n'hésitez pas tout de suite ou même après, hein, durant le déroulé de cette animation. Donc, effectivement, un projet très riche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez en tirer un peu les premiers enseignements ou un premier bilan de ce projet-là sur la situation des personnes que vous accompagnez? Alors, oui, ce sera pas un bilan vraiment quantitatif puisqu'on a eu quand même assez peu de personnes qui sont entrées pour le moment. Toutefois, au niveau qualitatif, moi, ce que j'ai pu constater, donc on a ouvert les 2 groupes là de l'Hérault, en septembre. On est donc maintenant en juin, donc l'accompagnement va prendre fin d'ici quelques mois. On a eu un changement de perspective fulgurant. Enfin, je le dis parce que franchement, ça a été le cas là et surtout au cours de ces derniers mois. C'est-à-dire qu'on parlait donc c'était des publics, bénéficiaires du RSA qui nous étaient orientés par le conseil départemental. C'était des publics vis-à-vis desquels on avait les équipes, parce que du coup, il y a aussi un changement de perspective de la part des équipes, avaient assez peu, d'attentes. C'est-à-dire, s'ils se présentaient pas à un rendez-vous, on disait: «C'est normal, c'est des publics du RSA». S'ils n'arrivaient pas à faire telle ou telle chose, c'était, «Oui, bah, c'est des publics du RSA». Ce que je ne conteste absolument pas, c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'à partir du moment où on a expérimenté cette nouvelle manière d'accompagner et que du coup ça s'est co-construit, bien sûr, c'était pas un changement du jour au lendemain. Beh, là, on a un groupe qui a participé, en fait, qui a fait toute la signalétique dans un festival et qui a tenu un stand sur, l'aspect environnemental et l'aspect écologique intégré dans le festival. Donc, il s'est positionné comme groupe expert d'une thématique et qui allait donner des conseils à des festivaliers. Donc ça, quand même, au niveau de la prise de confiance en soi et de la prise de responsabilité, c'était quelque chose que je suis pas sûre qu'on attendait de ce projet. Ça, c'est pour donc le groupe de Béziers. Pour Montpellier, et là, on s'y attendait pas non plus, les 4 personnes qui font partie du groupe, vont toutes monter à Paris pour le concours national. Donc il y a un concours national des projets créatifs. On partait quand même assez mal au début du projet parce que,
parce que, c'était, voilà, c'était compliqué la mobilisation et en fait, on a des voilà, une fois qu'on est parti sur le projet du court métrage et qu'en fait on leur a dit: «Qu'est-ce que vous voulez faire?» Donc je repars un peu, je divague un peu, mais pour vous donner l'exemple, au départ, on a dit: «Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ce projet, qu'est-ce que vous voulez faire?» On a fait un espèce de grand brainstorming. Les personnes, elles sont quand même parties, donc c'est là, je parle des femmes, des mères isolées, en fait. Elles sont parties sur: «Bon, ben, on n'a qu'à faire un truc sur l'accès au travail» ou alors: «On n'a qu'à faire un truc sur, l'éducation de nos enfants» ou alors: «On n'a qu'à faire un truc, sur, enfin, mais c'était des choses, en fait, qu'est-ce qu'on attend? Elles essayaient de nous dire: «Qu'est-ce qu'on attend de moi, dé généralement, dans ce genre de dispositif?» Et nous, on leur a dit: «Mais en fait, vraiment, vous avez envie de parler de comment vous allez accéder à un travail dans ce court métrage qui est fait pour vous?» Et là, on est parti sur complètement autre chose. Donc maintenant, le projet s'appelle Un cocktail d'émotions. C'est 3 scénettes, qui se passent, dans une maison avec piscine et sur, comment prendre soin de soi, quand, on est une femme, isolée, mère avec des enfants et en fait, comment on arrive à se mettre quand même au centre de sa vie, comment on arrive à trouver des ressources pour, pas se faire, accabler par toute la charge qui nous incombe. Donc vraiment, on a eu, enfin, moi, j'ai constaté chez elle vraiment un changement de posture et résultat, bah, elles vont toutes, à Paris alors qu'au départ, c'était même, oui, venir à AMS plusieurs fois dans la semaine, c'était compliqué. Et là, elles vont partir, elles vont aller dormir à Paris, elles vont présenter leur projet. Voilà. De nouveau, merci Laura et ça nous fait donc une, très bonne transition, pour, parler des leviers justement à actionner pour accompagner, ces publics. Donc là, je laisse la parole à Isabelle et Sophie, sauf si Merci, merci Laura, très clair. Heu, Très intéressant aussi. Ça nous fait penser aux prestations VSI, valorisation de son image professionnelle. Et on va voir, c'est vraiment, un grand, grand merci pour ce témoignage et puis, plein d'encouragement pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui adhèrent à ces dispositifs. Oui et oui, VSI et puis d'autres, c'est vrai qu'on le Oui. voit, de plus en plus, sur des actions en effet là et on l'a dit tout à l'heure, hein, la partir d'eux en fait, ce qu'on voilà, partir du public, créer ce lien, la relation de confiance, la confiance en soi, bon, c'est essentiel et du coup ça fait lien avec, finalement les leviers, qu'on vous propose aussi, d'observer, ce matin. Donc, des exemples de leviers, donc là on les a posés et puis après on va en voir, certains, dans le détail et d'autres un peu plus en profondeur. Donc le 1er, hein, c'est la posture, hein, du conseiller, c'est l'écoute, hein, le questionnement, quel questionnement je mets en place, comment, je développe l'empathie par rapport au public qui est en face de moi et donc Laura, vous l'avez dit, justement, mais c'est, à un moment donné, c'est briser c'est en effet, je suis pas sachant, je suis pas, voilà, il y a pas un cadre coordonnateur et bénéficiaire, il y a 2 humains, qui se rencontrent et comment on fait pour travailler ensemble pour l'objectif, bah, aller vers l'emploi. Donc voilà, donc on ira voir la notion d'empathie tout à l'heure. Ensuite, il y a la reconnaissance et la valorisation des actions positives, Sophie? Oui, comme vous avez dit tout à fait, Laura, on rebondit, hein, c'est-à-dire partir, ben, d'eux, hein, de de ce qu'ils savent, hein, pour pouvoir les performer. J'aime bien dire aux personnes: «On ne vous change pas, je vais pas tout casser, on jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais on part de vous, de tout ce que vous avez déjà construit dans toute votre vie et on va performer, on va améliorer, l'existant». Donc déjà partir en effet sur un état des lieux qui est souvent, plus riche que ce qu'ils ne le pensent. Oui, accompagner la motivation aussi, donc on le verra aussi, tout à l'heure à travers, différents axes parce qu'en fait, il faut travailler sur les différents axes et donc ce qui est très intéressant sur le projet que vous avez, proposé en effet, c'est de mêler, justement cet accompagnement au niveau insertion, sociale et professionnelle et donc du coup, comment j'accompagne la motivation sur tous les points et la motivation intrinsèque, celle du cœur en fait, quand on arrive à toucher, ça et beh, on a des personnes qui sont prêts à aller à Paris pour défendre un projet, alors qu'ils étaient chez eux il y a peut-être quelques mois donc bravo pour ça et donc ça fait partie en effet des leviers. Repérer et mettre en valeur les compétences aussi, dont les compétences transverses, hein, en effet. C'est comment, du coup, pour des personnes, qui sont éloignées de l'emploi, toutes les personnes éloignées de l'emploi et les NEET aussi, mais voilà, toutes celles, par exemple, qui, comment je vais chercher, en fait, les compétences qui sont en eux parce qu'ils ont tout individu, en fait, est porteur de compétences et du coup, c'est comment je les valorise, je les mets en valeur. Je les repère et je les mets en valeur. Bien sûr, accompagner le développement des savoir-être, parce que les savoirs, savoir-faire sont des super savoirs, mais n'oublions pas les savoir-être.
Bah oui, à compétences égales, c'est le potentiel et le savoir-être qui feront la différence, on le sait. Aujourd'hui, chez les recruteurs, c'est ce qu'ils observent, hein, de plus en plus. Apprendre à apprendre par rapport aux freins dont on vous a parlé tout à l'heure, hein, les croyances limitantes, je suis nul, etc. Et bah, du coup, c'est valorisé par le biais de tests, le biais, donc on va le voir aussi. Et puis, on va vous proposer un outil qui est l'approche globale narrative par l'arbre de vie. Voilà, donc qu'on trouve très intéressant pour l'insertion professionnelle. Alors, le premier, donc on vous disait l'écoute, la posture. Oui, alors dans l'écoute, on ne reviendra pas, mais j'aime bien vraiment insister sur l'outil quand même de la reformulation qu'on n'utilise pas assez souvent, je trouve. La reformulation, n'oubliez pas, voilà, les techniques, hein, si je vous comprends bien, si j'ai bien compris, j'ai bien entendu, reformuler les propos avant d'aller trop vite. On écoute. Et la posture, on va en voir trois. Ici aussi. Qui sont la sympathie, la compatie. Oui, on va donner l'outil. Non, pour ça, je parle de vous. Donc, vous dites beaucoup l'empathie, c'est-à-dire donner des outils. Et l'expérience terrien me montre vraiment qu'il faut, c'est vraiment, vraiment écouter le besoin de la personne. Est-ce qu'elle a besoin de ressentir de la sympathie? C'est-à-dire qu'en fait, que vous montriez la même émotion qu'elle. Elle est triste, vous êtes triste. Euh, Elle est anxieuse, vous êtes anxieuse. Elle est joyeuse, vous êtes joyeuse. C'est-à-dire, la sympathie, j'éprouve la même émotion, je montre la même émotion que l'autre. Alors imaginez quelqu'un qui vient en pleurs et vous, en tant que conseiller ou autre accompagnant, vous mettez à pleurer face à son récit. Comment réagirait la personne? Souvent, on se dit, la sympathie, elle fait pas partie du monde professionnel. On la garde plutôt dans le monde amical. Hein. C'est le moment où vous avez enfin signé l'emploi, le poste que vous vouliez, vous arrivez avec une bonne bouteille pour célébrer l'événement, et votre amie, ben, elle sort les cacahuètes, les biscuits apéritifs, et elle saute de joie avec vous. On est dans la gamme, je montre la même émotion, je suis synchro sur la même émotion. Et souvent, en tant que professionnel, on n'ose pas y aller. Sachez que montrer de la joie face à une réussite, enfin, quelqu'un qui est joyeux, qui est content de vous annoncer quelque chose d'agréable, moi, je m'autorise la sympathie. Enfin, quand on accompagne des chercheurs d'emploi et qui réussissent, il y a vraiment, je sais que j'y vais dans la sympathie, genre, je montre cette joie, on partage ce moment de plaisir. Maintenant, bien sûr, dans tout ce qui est la sphère, je veux dire, tristesse, j'accueille la tristesse des personnes en face de moi, mais je ne me permets pas la sympathie, tout simplement en me disant, par respect pour l'émotion de l'autre, je ne ressens pas l'émotion de l'autre. Voilà, je n'y vais pas. La compassion. La compassion, c'est accueillir, écouter, entendre. C'est je compatis, c'est-à-dire j'entends, je vois, je comprends. Je comprends ce que vous ressentez, ce que vous vivez. D'accord? Et la personne, j'ai des personnes autour de nous, on a rencontré des personnes qui ont besoin de cette compassion. Ils n'ont pas besoin d'outils qui vont apporter l'empathie tout de suite. Ils ont parfois, à un moment donné, besoin de sentir cette compassion. Juste être là, la présence, c'est primordial, C'est le très cas des important. condoléances. Enfin, quand Oui, on présente ses condoléances, on est dans la compassion. on écoute, on est là, on est présent. Ouais. Et enfin, l'empathie, ben là, vous allez apporter des conseils, des outils, des besoins. D'accord? Ok pour tout le monde, mais j'ai l'impression que vous connaissez déjà la différence entre les trois, donc on va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, donc face à un public éloigné de l'emploi, concernant la question de la reconnaissance et de la valorisation des actions positives, que pourriez-vous lui dire? Là, va trouver. Les critiques souvent sont faciles. On dit que voilà, critiquer, juger, mettre le point sur ce qui va pas, souvent, voilà. C'est bien. Généralement, c'est bienveillant, c'est-à-dire c'est pour faire bouger la personne en face, hein, d'accord? Mais mettre en avant. Un bénéficiaire qui est euh, toujours en retard, euh, par exemple, voilà, le féliciter, cette fois-ci d'avoir réussi à être à l'heure. Et justement, avant de le juger, avant de lui dire, de le sanctionner, de le juger, c'est lui demander tout simplement pourquoi, la raison pour laquelle il était en retard. La personne vous dira. Ou enfin, c'est intéressant d'aller dans le questionnement de pourquoi la Mmh. personne est là avant d'aller dans le jugement. On a tendance, l'être humain, à aller très rapidement et à aller parfois dans des jugements actifs. C'est créateur de liens.
Ça va être justement créateur de ce lien de confiance, il n'y a pas, une personne, qui attend de l'autre. Il y a 2 individus, encore, une fois, 2 humains, 2 individus qui travaillent ensemble avec un objectif commun. Voilà, ça participe de ça. Mmh. Alors, d'autres exemples de leviers pour accompagner, donc c'est accompagner la motivation. La motivation, donc on vous a remis là une définition rapide, hein, c'est la motivation, c'est ce qui pousse à agir. Qu'est-ce qui fait que je vais, me lever le matin? Qu'est-ce qui fait que je vais aller chercher, telle offre d'emploi? Qu'est-ce qui fait que je vais, m'engager dans une formation? Voilà. Du coup, Comme l'a dit Laura, il y avait ce lien entre vous et le bénéficiaire, hein. Donc une relation privilégiée par rapport à vous et le bénéficiaire. en fait, ce qui est important au niveau de la motivation, c'est d'observer les 4 axes. Parce que c'est quand on aura agi plus ou moins sur les 4 axes, donc si on arrive à agir de manière, conjointe, ben, c'est là où du coup ça peut, faire des étincelles et permettre du coup, à la des actions en fait, d'observer ces actions en fait, positives. Donc il y a le projet, les objectifs. Est-ce que le projet est identifié? Est-ce que les objectifs sont identifiés? Il y a l'environnement, donc voilà, une maman, qui a des enfants, en effet, comment, donc Laura le disait, mais du coup, c'est, du coup, par rapport à la garde d'enfants et cetera. Voilà, comment en fait, j'accompagne l'insertion, sociale. La mobilité aussi, du coup, voilà. Après, il y a le soi, la relation à soi-même, la relation à l'apprentissage. Donc là, on est sur le soi, beh, la confiance en soi, développer la confiance en soi. Qui je suis? Qui je suis pour savoir où je vais. C'est essentiel en fait. Comment, souvent on accompagne par, voilà, quel est l'objectif? Mais en fait, avant tout, c'est qui tu es. Qu'est-ce que tu aimes? Quelle est ta motivation intrinsèque? La motivation plaisir qui fait que qu'il pleuve pas, que tu aies des difficultés, tu vas trouver un moyen de te lever et d'y aller. Et la relation à l'apprentissage, eh bah, c'est lié à l'apprendre à apprendre. Du coup, quel a été mon vécu par rapport à l'école? Comment je me suis sentie? Quelles sont les croyances du coup qui ont pu naître et qui me bloquent en fait, à pousser la porte? Voilà, et après la reli le Sophie, tu l'as dit, la relation privilégiée au conseiller, c'est la base aussi, c'est l'essentiel. Donc chaque personne est unique et il va s'agir donc du coup de repérer les forces en présence pour activer, réactiver et maintenir la motivation. Donc c'est à travers ces 4 axes. Il y a un axe qui est oublié, du coup les portes ne pourront peut-être pas se pousser. Donc ça, c'est important en effet de les identifier et d'aller, bah, je vous invite, voilà, à checker quand vous avez un individu en face de vous, est-ce qu'il n'y manque pas un axe sur lequel on n'aurait pas agi et qui fait que peut-être en actionnant sur celui-là un petit peu, hop, ça va ouvrir la porte d'un autre. OK? Et donc, on a décidé de plutôt, focaliser en effet sur, accompagner avec un outil qui est accompagner avec l'approche narrative et on a choisi l'arbre de vie, comme outil, mais on pourrait, il y en a d'autres, hein, ça pourrait être, le blason par exemple, on peut aussi suivre il y a le dessin aussi, moi j'utilise en outil, hein, Mhm. de manière, plus, en introduction. Donc c'est une approche globale de l'arbre de vie. C'est donc d'accompagner par la pratique narrative et visuelle. Et l'objectif, en fait, c'est de développer l'estime de soi. Donc voilà pourquoi on vous le propose, puisque tout à l'heure, on vous disait que c'est l'une des bases et on l'a bien compris que revaloriser, en fait, le bénéficiaire, c'est essentiel. Et ça apporte aussi que l'individu prend conscience de certaines choses et devient acteur de sa vie. L'objectif en fait, c'est de reprendre espoir et confiance en l'avenir, de sortir de l'isolement, de sortir de son histoire dominante, de mieux se connaître pour aller vers son projet professionnel. Donc ça aide aussi à déterminer son projet professionnel. L'arbre de vie va permettre cela. En fait, on va s'intéresser davantage à ce qui est positif, plus qu'au problème lui-même. On peut être face à des individus qui ont des problématiques assez fortes, qui ont des histoires, assez fortes, hein, et c'est pas évident parfois de pouvoir discuter autour de ces sujets et donc l'arbre de vie va s'intéresser, voilà, à ce qui est positif, à l'individu et à ce qui est positif pour lui, via la narration. Alors, c'est une méthode qui est née en Afrique. Donc, en bibliographie, vous trouverez, donc dans le PowerPoint, le livre de Dina Scherer qui explique aussi les différentes méthodes. Voilà. Donc il va s'agir de raconter un récit au travers d'un dessin. Le dessin de son arbre et des mots associés. Nous allons donc l'idée, c'est de demander à l'individu, au bénéficiaire de dessiner. Il n'y a pas besoin d'avoir des talents. Donc chaque élément de l'arbre va correspondre à des points, du récit de l'individu. Donc on va avoir les racines, puis le sol, puis le tronc, puis les branches, puis les feuilles et les fruits.
Cet accompagnement est intéressant parce qu'il peut se faire autant en individuel qu'en collectif. Et donc quand on le fait en collectif, on appelle ça la forêt en fait, puisque en fait, on va se retrouver avec, une multitude d'arbres. Et après, ce qui est aussi important dans le cadre de l'accompagnement avec l'arbre de vie, c'est de mettre en place un questionnement adapté. Ce qui compte en fait, c'est vraiment d'accompagner à l'émergence des mots. Il faut que l'individu puisse, trouver des mots en fait qui va caractériser en fait les questions, les réponses, pardon, les réponses. Voilà. L'idée, c'est de donner de l'espoir, du rêve, des compétences. Donc, on entendait en début, il a plus de rêve. Donc, l'arbre de vie peut permettre d'atteindre le rêve. Et on parlait tout à l'heure de motivation. Donc, peut-être identifier du coup des pistes, des projets, parce que l'individu n'y croit plus en face de nous, peut-être. Voilà, donc ça peut aider à Ouais. ça. Oui. Et j'entends souvent, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et je dis, oh là là, mon pauvre, vous manquez de vie. Donc, bah oui, je trouve que c'est beau, l'arbre de vie, voilà, c'est remettre de la vie, remettre de l'envie, de la vie, de l'envie dans, dans la personne en face. Voilà, Elle retrouve, elle, ouais. cette vie, cette envie en elle. Alors, on vous présente la méthode. Donc, la méthode, donc dans le cadre d'un accompagnement individuel, d'abord, il va s'agir de bien préparer la personne. Donc, ça ne peut se faire que quand il y a quand même un minimum de confiance, une atmosphère de transparence, pour que la personne, elle puisse en effet donner les mots euh, qui seront importants pour elle, pour construire cet arbre. Et donc, afin de t'accompagner dans tel projet, je te propose de pas à pas dessiner un arbre en fait qui va retracer les éléments de ton histoire. Voilà comment ça peut être proposé. La durée, elle est indéterminée parce qu'en effet, ça peut être, fait en une séance comme, parfois, ça peut être, fait sur plusieurs séances. Ça dépend de l'individu, en fait, de ce qu'il est aussi en mesure de dégager. Et puis, cet arbre, il peut être aussi, en continu, c'est-à-dire on peut aussi, il peut être posé en première séance et après il peut évoluer puisque comme il y a un accompagnement, en fait, qui se fait, l'individu va avoir un autre regard sur lui-même puisque l'arbre, c'est lui. Donc voilà, et il peut être aussi, finalement, être utilisé en bilan. C'est-à-dire on l'a mis voilà, on le voit en première séance et on peut en effet l'utiliser en dernière séance pour voir l'évolution qui a été faite et valoriser. Donc voilà, c'est vraiment, enfin, une fois que vous l'aurez, du coup testé, vous pourrez aussi vous rendre compte du coup de ce qu'il peut apporter. C'est pour ça qu'on vous le propose. Donc le support, il faut une grande feuille, de préférence une feuille A3. Après, si ça se fait sur une feuille A4, c'est OK, mais Ouais. une grande feuille, c'est préférable. On évite le post-it. Ah oui, pas de post-it. Je vous le disais tout à l'heure, le dessin de l'arbre, c'est pas, enfin, vous pouvez avoir des individus qui vont vous dire: «Ah mais non, mais je sais pas dessiner, moi je suis nul en dessin». Voilà, donc ça, c'est pas gênant du tout. On va pas interpréter, le dessin aussi. On va pas, aller chercher pourquoi l'arbre il est de penché ou l'individu fait l'arbre comme il en a envie, Mm. comme il va faire les racines comme il le souhaite. Enfin voilà, on n'est pas là pour donner des indications sur comment ça émane de lui, c'est vraiment, ce qui sort de lui. Et pas de jugement. Ouais. On ne le reprend pas dans sa production, on le laisse faire. S'il veut commencer par des petites racines, on verra les différentes étapes, là, on va vous le faire faire. Ben, il les fait. Il n'y a pas de jugement de vous pouvez prendre peut-être la place. Enfin, non, c'est sa manière à lui de s'exprimer. Et justement, à partir de là, il va pouvoir lui-même constater euh, ses remarques par rapport à ses productions. Oui, et puis c'est important parce que voilà, partir sur: «Ah, les racines sont petites», du coup, voilà, à chaque fois qu'on peut, interpréter des choses, derrière ça induit aussi en face. Donc du coup, on ne voilà, il faut pas du Comprends. voilà, ouais. C'est essentiel en tout cas de pas intervenir sur le dessin. Et puis l'arbre se dessine du bas vers le haut. Donc on va d'abord dessiner les racines, le sol, le tronc, les branches, les feuilles, les fruits. OK. Voilà, donc là on va un peu plus dans le détail. Les racines, en fait, elles correspondent au passé. Donc là, on vous a mis des exemples de questions déjà qui peuvent être posées. Quelle est ton histoire? Quelles sont les étapes de ta vie? Donc écris les mots dans les racines qui vont parler de ton passé. Donc d'abord, il va dessiner les racines et puis, en fonction de la question, il va écrire en fait, les mots, les racines. Donc là, on peut avoir un passé en effet, comme je vous disais, qui peut être assez, fort. En fait, tout va dépendre aussi du degré de confiance, et de la relation de confiance qui s'est instaurée. Le sol. Ensuite, on passe au sol. Le sol, c'est le présent. Quelle est ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te nourrit aujourd'hui? De quoi as-tu besoin?
pour avancer, grandir dans la vie? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Quelles sont tes limites? C'est important. Ça, ces limites-là, parfois, on a du mal à les poser. Donc là, c'est le moment. Qu'est-ce qui fait que, de toute façon, tu n'iras pas travailler parce que, je sais pas, c'est à plus de 30 kilomètres? C'est quelles sont tes limites? Après, on est sur le travail, mais on peut être sur d'autres choses. Là, ça concerne quand même, du coup, l'arbre de vie va concerner l'insertion professionnelle. Le tronc, le tronc, il représente les compétences. Quels sont tes savoirs, tes savoir-faire, tes savoir-être? Lesquels reconnais-t-on chez toi? Quelles sont tes valeurs, tes talents, tes habiletés? Ah, tu es audacieuse, pourquoi? Voilà. Qui a dit cela de toi? Ensuite, il y a les branches. Oui, c'est l'avenir. Que veux-tu pour ta vie dans l'avenir? Quels sont tes projets, tes rêves? Qu'est-ce que, pour toi, une vie réussie? On peut faire des liens dans les branches en fonction de ce qu'on va voir au fur et à mesure émerger. Concernant les feuilles, elles représentent les ressources. Autrement dit, le club de vie. Quelles sont les personnes qui t'influencent de manière positive? Les amis, les héros, hein, souvent il y a des identifications, des séries, des dessins animés, voilà. Les membres de ta famille, des personnes donc, qui t'influencent de manière mais positive, hein, on insiste, c'est ceux qui vont porter. De quelle personne peux-tu dire que je suis heureux qu'elle existe ou qu'elle ait existé dans ma vie? Quel message elle pourrait te transmettre? Dire de toi. Par exemple, en imaginant que Michel est avec nous, que pourrait-il dire de toi? Et on y va, mais en partant de ses productions, des personnes qu'il vous nomme. Et enfin, ben, la dernière étape, nous verrons ensemble, ça sera les fruits qui symbolisent les cadeaux de la vie. Alors là, oui, on peut prendre conscience que oui, il y a toujours des cadeaux. Quel cadeau de la vie as-tu reçu? Bah, par exemple, le fait d'être optimiste, un talent particulier justement de dessinateur, hein, d'être un bon camarade ou un camarade, des camarades que vous avez rencontrés, voilà. Et en effet, les fruits, bah, ça va prendre du temps, hein. C'est vraiment la dernière étape au niveau de l'arbre, hein. Et il faut du temps et c'est pour ça que c'est vraiment, on va voir cette méthode après, on va revenir dessus pas à pas. C'est l'aboutissement. D'accord? Mais c'est, on va dire, l'aboutissement à un moment donné T de leur vie et que leur vie n'est pas finie, Oui. elle continue. Les fruits, c'est cultiver la gratitude. De plus en plus, hein, on en parle hein, de cette notion de gratitude qui en fait qui injecte en fait beaucoup de positif finalement. Oui. Quand on est dans la gratitude, du coup, on sort de ces sentiments négatifs. C'est apporter ça en fait. L'arbre de vie, il permet ça, à un moment donné, se mettre en action, mais vers le positif. Voilà. Et c'est de la mise en action parce qu'on propose aux bénéficiaires de dessiner. Donc il y a une méthode en fait active qui est utilisée qui lui permet finalement au fur et à mesure de mettre du concret dans ce qu'il fait. Ok, donc le débriefing, il est systématique, c'est important en effet de poser les questions. Quelles sont tes premières impressions en faisant cette... Alors du coup après, pour continuer dans le débrief, j'espère avoir donc, enfin nous espérons avoir répondu à la question. Qu'est-ce que l'arbre t'a appris? Voilà, quelle nouvelle idée elle peut te donner pour un projet? Parce que parfois on a une idée d'un projet et au final, en faisant l'arbre de vie, on peut aller plus loin. Moi, je sais que souvent, quand on arrive vers la fin, je dis, ah, mais c'est ça, ah d'accord, ok, l'avenir, c'est donc tu attends ça. Enfin voilà, ou qu'est-ce que du coup, est-ce que tu as tout dit? Est-ce que du coup ça s'arrête là, ce que tu souhaites pour l'avenir? Donc quand on est par exemple sur les branches. Et là, il s'avère qu'il y a d'autres choses qui sortent. Il saute. Enfin, c'est beau parce qu'en fait, à un moment donné, on voit que la personne s'autorise à aller plus loin. Et du coup, elle pousse des choses. Et c'est là où on peut du coup aller débloquer pour créer un projet, quoi. Voilà. Et après, il y a les témoins. Donc, c'est important de montrer son arbre à des personnes autour de soi. Et ça, c'est voilà, c'est important. Donc là, on vous a mis 3 points importants dans le débriefing. C'est va le montrer ton arbre. Va parler de toi, en fait. Là, c'est valorisant pour toi. C'est des mots positifs. Vas-y. Va parler de toi. Montre-le et rajoute des choses, quoi. Voilà. Et l'arbre est évolutif, donc ça, on l'a dit. OK. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est de découvrir le vôtre. Et donc, la thématique, ça va être mon identité professionnelle. Donc, l'arbre, il va tourner autour de ça. Quelle est mon identité professionnelle? Alors, avez-vous la feuille de dessin avec vous? Et on va vous guider. D'accord? Donc là, voilà, on vous propose de vous guider. Donc, vous avez une feuille A4 ou A3 avec vous, des crayons de couleur ou des stylos, c'est comme vous voulez. C'est votre arbre, il est à vous.
Alors, on va vous proposer de créer des racines. Les racines, c'est le passé. Alors, qu'est-ce qui fait l'accompagnant ou l'accompagnante que je suis? Quelle est mon histoire professionnelle? On va vous demander d'écrire les mots dans les racines qui parlent de votre passé. Donc, vous faites les racines que vous voulez, le nombre de racines que vous voulez, et vous y écrivez, s'il vous plaît, des mots qui parlent de votre passé. Qu'est-ce qui fait d'accompagnant ou d'accompagnante que je suis actuellement? C'est de dessiner le sol, donc toujours pareil, avec un stylo, des crayons de couleur, comme vous voulez. Donc vous avez fait les racines, vous avez écrit des mots, et maintenant on vous propose, donc je le répète bien des mots, hein, du coup, et maintenant on vous propose le sol. Donc le sol, en fait, c'est le présent. C'est aujourd'hui, à l'instant T, de quoi ai-je besoin pour avancer dans ma vie professionnelle? Donc du coup, dans le sol, c'est de quoi ai-je besoin pour avancer dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui? Et quelles sont mes limites? Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui? Quelles sont mes limites dans le sol? Ça marche. Donc une fois que vous avez fait votre sol, vous pouvez faire le tronc. Alors, dans le tronc, plus ou moins grand, plus ou moins épais, c'est vous qui voyez, vous y mettez, s'il vous plaît, les compétences, vos compétences, hein. Vos savoirs, savoir-faire, savoir-être. Lesquels reconnais-je ou lesquels reconnaît-on chez moi? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes talents? Quelles sont mes habiletés? Ok, on passe aux branches. Alors, Merci. on était sur le présent, les compétences, et maintenant on passe aux branches qui est l'avenir. L'avenir, c'est quels sont mes projets, mes espoirs pour ma vie professionnelle. Et donc, voyez grand. Oui. Allez. Au niveau des feuilles, alors les feuilles, Ce sont les ressources. Quelles sont les personnes qui m'influencent de manière positive? D'accord? On veut des feuilles qui soient accrochées, hein, et pas des feuilles noires ou noircies, voilà. C'est les amis, les héros, la famille, les collègues. ça peut être des artistes, ça peut être des Ouais, écrivains, ça peut être toute personne qui tout- peut inspirer, influencer de manière positive celle que je suis dans mon identité professionnelle. oui, Mm. tout à fait. Ouais, ouais. Fruits, on va passer aux fruits, accrochés ou pas accrochés d'ailleurs, comme vous en avez envie. Donc c'est les cadeaux. Quels sont les cadeaux de la vie que j'ai reçus? Sachant que des fois, des événements, ça peut être des choses qui peuvent être positives comme ça, d'autres qui peuvent ne pas l'être aussi, hein, c'est OK, les cadeaux. Parfois, une situation qui n'a pas été forcément sur le moment, Bien accueilli et oui, et peut-être un cadeau de la vie complètement. aussi. C'est pour ça, c'est OK en fait. Mm, mm, C'est en fonction de l'individu comment il le perçoit en fait, que c'est un cadeau pour lui. mm. Donc ça peut être aussi des cadeaux matériels, immatériels. Les beaux, les pas beaux. Donc si Lauriane, tu peux nous faire part de... Oui, 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 j'attends, j'attends. Ouais. Pascal nous dit très fourni. Oui. Ah, J'attends, il faut le temps d'écrire. Un parcours qui me correspond. On se sent bien. Il est beau et coloré. ah. Dubitative pour 2 personnes et Ah, pour une, pardon. Parcours cohérent avec un métier qui a du sens. Bon, après, il y a un manque de temps pour bien le compléter, mais là, c'était un bien exemple. sûr, Vous hein. avez tout le temps après, mais en tout cas, super intéressant pour travailler sur soi. OK, ouais. Un bel outil pour Aurélie. Bon. Et il fait émerger de nouvelles choses pour Isabelle. Pour Gauthier, c'est très personnel, mais les activités, d'écriture, sont très apaisantes. Mm. Alors oui, pas du coup, ça, c'est intéressant. Vous avez un public qui n'écrit pas, vous pouvez écrire à sa place, bien évidemment, Mm. les mots, hein. Je pense à l'écriture, Ouais, mais ouais, tout à parfois, fait. voilà, c'est pas évident. Mmh mh. Et on nous dit, coloré, intéressant, très optimiste. OK. Super. Voilà, donc du coup, ce qu'on vous invite à voilà, donc ça, c'est une des questions, hein, après le débriefing, mais c'est important de débriefer. Bon, il y en aurait d'autres, hein, questions, mais c'est vrai que voilà, je vous renvoie aux petites questions qu'on vous a mis, sur, le débriefing. Une fois
Bon, mais voilà, ce qu'on vous propose, c'est de l'améliorer, de rajouter si vous avez besoin, mais après, n'hésitez pas, hein, vous parlez tout à l'heure de témoins, donc de montrer cet arbre à des personnes dans votre environnement professionnel et mais d'en discuter avec eux et de le voir fleurir davantage, en fait. OK? Le regard croisé. Allez. Ce qu'on bah là, voilà, là, Des ce qu'on vous exemples. propose, c'est des exemples de réalisation d'arbres de vie. Donc, on voit bien que c'est complètement différent, que ce soit les racines ou voilà. Donc, voilà, un autre exemple. Donc ça, vous le retrouverez. Alors, voilà, on va clôturer avec l'arbre de vie. On va passer maintenant sur notre levier pour accompagner, qui est l'apprendre à apprendre, qui est donc, on l'a vu tout à l'heure, le c'est nul, voilà, je suis nul ou je vais pas y arriver. Donc c'est comment j'accompagne le public en fait à débloquer, en fait, à ramollir en fait les croyances limitantes sur l'apprendre à apprendre. Donc il y a un premier élément, ce sont les tests et les questionnements. Donc on le répète, les tests. Attention, voilà, il ne s'agit pas de mettre des gens dans les cases. Donc il y a différents tests. Donc là, on vous les propose, on vous les fera pas faire. Donc il y a le test sur les styles d'apprentissage donné Munford qui est très intéressant, qui permet de déterminer si on est plutôt théoricien, pragmatique, actif, réfléchi. Les tests VAC aussi, visuel, auditif, kinesthésique. Voilà, donc les tests en intelligence multiple de Gardner. Celui-là aussi, on le trouve. Alors, test VAC et intelligence multiple de Gardner, on le trouve assez facilement, de toute façon, sur Internet. Voilà, donc l'utilité de ces tests, c'est connaître son orientation professionnelle, peut-être déterminer des pistes de projet professionnel. Et puis, ça apporte beaucoup d'indications sur se connaître soi-même et ses motivations, plaisir. Donc, on en parlait tout à l'heure, la motivation intrinsèque. Et puis, ça va accompagner aussi à l'aide pour, enfin, accompagner pour apprendre à apprendre. Donc, ça donne des éléments sur notre fonctionnement. Au niveau de l'apprentissage. Ça peut donner des éléments après, comme je vous le disais, c'est pas pour mettre les individus dans des cases, donc ça peut apporter en tout cas. L'idée, c'est que ça va amener du questionnement. En fait, les tests, c'est que du coup, il y a des choses qui sont posées et de là, on questionne. Et on questionne, et puis l'individu va checker ou non ce qui est dit et donner et le pourquoi et comment il fait. Et ça permet du coup de mieux comprendre et de mieux cerner en fait l'individu. Oui, Alors, désolée pour la coquille orientation professionnelle de ZLE. ah oui, Que- bien vu. Ok, donc on vous propose bon, le intelligence multiple de Gardner, hein, voilà, ça ça permet de résumer 8 Les différentes. intelligences, voilà, les différentes intelligences. Donc nous sommes tous intelligents, ça c'est important. Je trouve que ce test il est intéressant, voilà, c'est de poser nous sommes tous intelligents en fait, et c'est que chaque individu parfois n'a pas encore identifié ce qui lui correspond, et voilà, donc c'est l'accompagner à mieux s'orienter. Alors du coup, maintenant, la mémoire. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est la mémoire, c'est important aussi parce que parfois, on entend que non, je peux plus faire je peux pas faire de formation parce qu'en fait, je sais pas apprendre, je sais pas mémoriser, il y a rien qui rentre dans ma tête. Donc, c'est important, la mémoire, ça se travaille. Donc, on va voir, on va tester un peu la vôtre. Avez-vous une bonne mémoire? Alors, on vous propose un petit exercice. On va déterminer votre empont mnésique. Empont, c'est simplement capacité, la capacité de votre mémoire. D'accord? Cet exercice est issu d'un exercice savoir maîtriser sa mémoire de Cher. Le contexte est tout simple. Vous allez avoir une série de mots qui va vous être présenté une seule fois. À l'issue de cette présentation, on va vous demander de réécrire tous les mots dont vous vous souvenez, quel que soit l'ordre dans lequel ils vous viennent à l'esprit. Go. Alors, taxi, jonquier, savon, livre, chaussures, stylo, tapis, tiroir, raisin, sucre, table, oiseau, éponge, rivière, bouton.
De combien de mots vous souvenez-vous? Est-ce que vous savez combien de mots vous ont été présentés? Ah, ça me excusez-moi. Non, 15 mots. Ouais, 15 mots. Vous avez eu 15 mots présentés. En général, on dit que l'amnésique, la capacité de la mémoire, est de 7 plus ou moins 2, entre 5 et 9 éléments restitués. Donc bravo pour ceux qui en ont restitué un peu plus. Avec l'effet de primauté et l'effet de récence, je ne sais pas si vous connaissez les termes de effet de primauté, effet de récence. Oui, non? Non, 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 ok. Non. Eh ben, dommage. Allez, non, alors, Lauriane pourrait le dire aussi. L'effet de primauté, c'est les premiers mots. Les premiers mots. Et l'effet de récence, c'est les derniers mots. Les premiers mots et les derniers mots, théoriquement, sont mieux restitués que les mots du milieu. C'est pour ça que souvent, on conseille aussi, entre autres, soigne la présentation et la conclusion. Mmh. Intro, conclusion. D'accord? Présentation, j'aime bien quand on met beaucoup de pression sur les gens. Vous n'avez qu'une seule fois une chance de faire bonne impression. Alors on sent les ah, j'ai loupé, j'ai loupé, j'ai loupé. Et je dis toujours aux personnes, attention, vous avez toujours la sortie. Pas grave, vous avez un peu glissé sur la présentation, vous aurez toujours la sortie pour vous rattraper. J'aime bien, et du coup, je passe par l'explication et le test de mémoire pour expliquer l'effet de primauté, l'effet de récence, pour les encourager. Hein, parce que c'est vrai qu'on voit que dès lors qu'on n'a pas réussi une introduction, qu'on n'a pas réussi une bonne présentation, eh ben c'est le manque de confiance, l'escalade dans une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi. Et j'aime bien voilà, ce genre d'apport théorique qui permettent aussi de relativiser et de dire attention, tu as le droit toujours à une deuxième chance dans la vie. Effet de primauté, effet de récence. D'accord? Les premiers et derniers mots sont mieux restitués en général que les mots au milieu, présentés au milieu d'une liste. Alors, ce qui est intéressant, c'est les exercices en fait à proposer sur l'apprendre à apprendre, parce qu'en fait, ça se travaille. Donc, la mémoire, voilà, ça se travaille comme la curiosité, comme différents soft skills en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est en proposant des exercices de manière un peu ludique comme ça va avoir forcément une action après sur le reste en fait. Et ça permet de reprendre confiance en soi. Finalement, j'y arrive, je retiens bien. Donc voilà, c'est intéressant. Il y a plein de petits exercices comme ça aussi qu'on peut trouver sur internet. Donc nous, on aime bien jouer avec Sophie, donc tout ce qui est les jeux sérieux, bien sûr, mais qui participent hein, à retravailler la confiance par le biais de quelque chose de plus ludique, le flow, en fait, ça stimule le flow. La Euh, concentration, la l'écoute, concentration, voilà, l'écoute, la la rigueur, compréhension. l'organisation, la curiosité, voilà, tous ces soft skills, en fait, par le biais de jeux, je sais pas, voilà, on en a proposé d'autres, mais enfin, il y a plein, voilà, il y a plein de jeux. Mais la mémoire, en tout cas, il peut y avoir le mémo, hein, qu'on peut utiliser aussi, hein. Mhm. Du coup, le mémo, voilà. Donc là, c'est intéressant parce que ça va permettre à l'individu par des petits exercices, des petits jeux comme ça, de reprendre confiance en lui aussi sur sa capacité finalement à intégrer des informations. Mhm. Et donc, il faut veiller à pas trop en donner. Enfin, voilà, les 5 à 7, c'est ça aussi, c'est que parfois, quand on a trop d'informations, c'est ce qu'on trop d'informations tue l'information. Bon, c'est du coup, c'est se centrer sur voilà, 5 éléments. Voilà, je vais travailler avec lui sur 5 choses, mais pas en mettre trop. C'est trop. Voilà. D'accord. Ok. Alors, comment on peut améliorer la mémoire? Alors, on peut faire des chunks. Des chunks, ça veut dire des groupes. Hein. Donc, si vous faites des regroupements ou si vous faites des catégories, vous allez permettre à une augmentation de la mémorisation de cet amnésique, hein, de regrouper des éléments. C'est ce qu'on voit dans les numéros de téléphone. Hein. Si je vous dis 0, 6, 2, 1, voilà, et je vous donne, moi je ne vous donnerai pas tout mon numéro de téléphone. Voilà, c'est Mais lié plus à la fin, non? difficile que des groupes de deux, voilà, en présentation visuelle ou auditive, d'accord? Alors 0,2, je ne peux pas faire différemment à l'oral que 0,2 ou 0,6, mais Oui. ça peut être 6,0, ça fera 60, hein, ou 6,000, ça fera 6000. Voilà, on va associer une image visuelle ou auditive à chaque mot. Oui, on renforce, c'est-à-dire qu'on renforce la mémorisation
là, Isabelle vous a dit en même temps. Voilà. Mmh. Le visuel était très rapide, Parfois, parfois, sur 3 mots. mais le fait de donner un son, rajouter un son à une image renforce aussi ok. Ne pas oublier les pauses. L'importance des pauses au cours du processus d'apprentissage, hein. Voilà, qui permet déjà les essais successifs, les essais suite erreur, enfin, je renforce, il me faut du temps, d'accord? Le rythme, voilà, trop c'est trop d'informations tue l'information, Ouais. d'accord? Et enfin Et aussi puis, que ce ouais. soit dans des conditions favorables. Si je vous demande de mémoriser quelque chose et qu'à côté, il y a du bruit, vous êtes sollicité par différentes personnes, oui, forcément, vous n'aurez pas toute votre attention, votre concentration pour bien mémoriser. OK. Alors, du coup, pour finir sur l'apprendre à apprendre, on présente la courbe de l'oubli et de la mémorisation, donc peut-être certains d'entre vous la connaissent. Mmh. Ben oui, sans répétition, nous oublions entre 50 et 80% au bout d'une journée et moins 90% après un mois. À ce qu'on appelle le bachotage. J'apprends, je restitue. Euh, voilà. Au bout de même pas 24 heures, hein, au bout de quelques heures, on voit que la majorité des informations sont oubliées. Mais très important d'oublier. Qui dit mémoire dit oubli. Grâce à l'oubli, on a besoin. Ça serait inhumain que De se rappeler de tout. tout mémoriser. Bien sûr. D'ailleurs, on a des personnes qui ont d'énormes mémoires, qui peuvent être handicapées parce qu'elles mémorisent trop. Leur cerveau n'arrive pas à faire le tri dans les informations qu'elles reçoivent et on en reçoit des milliers, des millions par jour. OK, donc apprendre à apprendre, hein, chacun sa manière d'apprendre. Voilà, on est tous différents et ce qui est intéressant, c'est de découvrir son style d'apprentissage, sa manière dont on fonctionne et quand on le découvre, ça permet de mieux, travailler donc de mieux apprendre. Donc ça va permettre de travailler sur l'apprendre à apprendre, ça va permettre de prendre conscience de ses apprentissages. Donc on apprend tout au long de la vie, en effet, donc que ce soit dans la vie professionnelle, vie personnelle, de prendre confiance en soi, dans ses capacités. Donc c'est un travail sur la valorisation de soi et on le disait tout à l'heure, c'est un des premiers pas. Donc ça c'est un élément clé, d'apprendre à apprendre aussi pour, valoriser, le bénéficiaire. De déterminer les stratégies d'apprentissage pour développer sa capacité à apprendre, à s'organiser, à comprendre des consignes. Donc ça, c'est aussi l'essentiel quand on repart en formation ou quand on repart aussi, dans l'emploi. De poser les conditions favorables et défavorables pour apprendre et identifier des pistes de solutions. Voilà, j'apprends pas bien, pourquoi? J'apprends bien, pourquoi? C'est du coup, et si j'apprends pas, bien, comment je peux faire pour m'améliorer? Mmh. Oui, donc vraiment, voilà, c'est ça, parce qu'on rappelle qu'on est quand même sur un public fragilisé Ouais. pour différentes raisons. Et du coup, essayer de l'accompagner au mieux en lui apportant des outils personnels, vraiment qui vont expliquer que ben, lui, peut-être, voilà, si on est sur un apprentissage, une formation orale, ben, si je suis un peu plus visuelle, ben, ça va être un peu handicapant. C'est pas le fait que je sois limitée, mais j'ai une préférence et je retiens plus facilement, voilà, un support visuel ou auditif, voilà. Et c'est vraiment l'accompagner pour ben, lui donner des outils de, je sors de mes croyances limitantes, de mes représentations généralement négatives, enfin, noires ou désagréables, pour aller sur des axes plus colorés. Je dis pas qu'on est dans le monde de oui, oui, hein, tout est beau, tout est... Non, parce que de ces limites, je peux en faire des qualités. C'est comment je pars de mes croyances, de mes limites, pour construire de nouvelles solutions. Vraiment, vraiment, vraiment toujours partir de lui et lui apporter des outils. Vraiment, on est face souvent à des problèmes, non pas forcément, je dirais, cognitifs, hein, c'est-à-dire des capacités à, mais de connaissances. Je ne savais pas, tout simplement. On m'a toujours dit que mon constat, c'est que je ne comprenais pas et en Mmh. fait, en changeant de support, ah bah là, je découvre que j'y arrive. Donc, c'est comment essayer de trouver... euh,
de nouveaux outils, les accompagner dans des nouveaux outils, leur transmettre vraiment Et tout ça. de prendre conscience qu'on est capable d'apprendre. En fait, c'est ça. Si on arrive à déclencher cette capacité-là, parce que voilà, certaines personnes sont avec ces croyances qui traînent depuis des années, ça aussi c'est beau. On peut avoir des gens qui pleurent aussi, parce que c'est prendre conscience que tout d'un coup, ah mais non, mais je suis pas nulle en fait, quoi. En fait, je suis capable d'aller à l'école, je suis capable de suivre un enseignement, je suis capable de m'organiser, de mieux communiquer, voilà, je suis capable en fait. Voilà, c'est le dégage. Je suis capable et du coup, je suis capable va ouvrir des portes. J'ai Du envie coup, de. j'ai envie, voilà, Parce qu'en fait, on est sur le lien tête, cœur, tête, cœur, corps. corps, le triangle, ouais. Voilà. Pensée, émotion, action. Ouais. Si j'ai que des pensées, ben, en fonction des pensées, je vais avoir une émotion. En fonction de cette émotion, je vais avoir une réaction. Et ça va être voilà, le cercle comme ça qui va engendrer une nouvelle pensée, une nouvelle émotion. Et, voilà. Et si on arrive à casser, c'est-à-dire à prendre en considération, et à partir de là, construire avec eux, bien sûr, d'autres nouvelles émotions, pensées, actions, on va aller sur le cercle vertueux de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'image de soi. Donc c'est vrai voilà, en travaillant ou en mettant la personne vraiment en action, du coup, hop, j'agis et du coup, hop, je ressens quelque chose d'agréable, hop, et je pense à quelque chose d'agréable. Ouais, ça renvoie Ouais. au sentiment d'efficacité personnelle. Exactement. Plus il va y avoir, c'est commencer déjà à avoir une action positive. Cette action positive, la valoriser, de là, hop, rebondir. Il y aura une autre action positive. Les petits pas, la politique des petits pas. Bon, il y aurait plein de choses du coup, Et hein. c'est pour ça que le dessin, en fait, le dessin de l'arbre de Oui. vie, bah, met la personne en action. En fait, ce qu'on veut, c'est ça, c'est que des fois, on casse la pensée ou les émotions, mais qu'on les met dans des actions réalistes, réalisables, faciles d'accès, pour, hop, on casse. À partir de là, on y va, on construit.